Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Vous revenez d'Ukraine, vous avez passé plusieurs jours dans la capitale Kiev. Qu'avez-vous vu sur place, qu'avez-vous constaté en Ukraine ? Alors, d'abord, il y a quelque chose que je constate maintenant de chaque fois que j'y retourne. C'est d'abord un mélange à la fois, j'allais dire, de sentiments de désespoir, d'angoisse, de traumatisme. Caché, bien sûr, très fortement caché, mais qui est présent dans la mesure où chaque Ukrainienne, chaque Ukrainien connaît dans son entourage des gens qui sont morts, sinon dans sa famille, des gens qui sont mutilés à vie. Vous avez effectivement cette guerre qui heurte personnellement chacun d'entre eux et en même temps cette forme d'espoir, de volonté, de certitude que de toute manière, il n'est pas question de céder sur quoi que ce soit, qu'il n'y a pas le choix entre, je dirais, une semi-victoire ou une victoire totale ou une défaite. C'est la victoire totale qui s'impose absolument. Et le dernier point peut-être que j'ai souligné, parce qu'en plus, il se trouve qu'une des conférences que je faisais là-bas, c'était à la foire du livre de l'Arsenal. C'est une demande de culture, une envie de savoir, un goût pour l'art, pour le théâtre, pour la musique, quelque chose d'extraordinairement vibrant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la population, vous avez le sentiment qu'il y a un petit décalage entre la détermination affichée, évidemment, par Volodymyr Zelensky et finalement le ressenti intime des Ukrainiens aujourd'hui. Mais il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage parce que, je veux dire, quand on voit aussi le président Zelensky, on s'aperçoit dans beaucoup de ses messages, de ses témoignages, que cette question de l'angoisse de la mort, je dirais le poids du crime, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et puis quand on discute avec les Ukrainiennes, les Ukrainiens, regardez le compte aussi sur X d'un certain nombre d'autres, ou le compte Facebook ou LinkedIn, ils postent ou elles postent chaque jour des photos d'enfants qui ont été assassinés. L'autre jour encore, je voyais une vidéo d'enfants qui ont été estropiés. Vous avez eu probablement plus d'1 millier d'enfants qui ont été tués dans cette guerre volontairement, délibérément par les forces russes. Et je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et je pense qu'on doit être conscient de cette présence vraiment de la mort, mais parce que c'est une présence du crime russe au sein de la société ukrainienne. D'où aussi ce mouvement aussi artistique qui est quelque chose à la fois une volonté de dire mais voilà, nous existons, nous créons, nous avons l'espoir, nous ne sommes pas uniquement dans le désespoir et l'enfermement, mais nous sommes dans l'avenir. Quand vous discutez avec d'ailleurs les autorités russes, y compris les maires, ils vous disent tous, ils vous parlent pas uniquement de la mort, du crime, ils ne sont pas dans la demande, ils vous parlent d'abord du futur, des nouveaux plans d'urbanisme, des plans de développement économique, des nouvelles technologies, de toutes choses qui forgent effectivement ce futur. C'est ça qui est extraordinaire. Et les Ukrainiens réclament des armes aussi. Volodymyr Zelensky était à Paris pour les commémorations du débarquement. L'occasion pour la France d'annoncer la cession d'avions Mirage 2000 à l'Ukraine, ce qui était une ligne rouge pendant longtemps. Pour aujourd'hui, la France accède à cette demande. Est-ce que c'est une escalade ? Alors, j'allais dire, si c'est une escalade, tant mieux. Je pense qu'il faut de toute manière arrêter de désescalader avec la Russie. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'abord de ne plus acheter ces lignes rouges. Je suis très content que la France, notamment, et le président de la République l'ait fait, parce que ça fait très longtemps que personnellement je le dis. Il faut pulvériser toutes les lignes rouges. Parce qu'il n'y a que le rapport de force que Vladimir Poutine... il faut être dans un rapport de force total. D'ailleurs, et un rapport de force qui est, il ne faut pas l'oublier, du côté de, je ne dis pas uniquement de la France par rapport à la Russie, mais des alliés par rapport à la Russie, qui est dans un rapport de force favorable. C'est-à-dire que les forces des alliés, c'est 20 fois, pour les forces conventionnelles, 20 fois les forces de la Russie. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier. Sur le plan économique, n'en parlons même pas, quand vous voyez la faiblesse économique de la Russie, de cet État qui est destiné à tomber. Donc arrêtons d'acheter les lignes rouges, plaçons-nous aussi dans une perspective. Et là, peut-être, effectivement, dans les discussions que j'avais en Ukraine, il y a plus de pessimisme, dans une perspective d'une victoire totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces armes, elles sont nécessaires. On était nombreux à les réclamer depuis le début, évidemment, de la guerre, que ce soit les avions de chasse, que ce soit plus de missiles à longue portée, que ce soit la possibilité de frapper pour les Ukrainiens avec nos armes le territoire russe. C'était absolument... Ça, c'est une autre ligne rouge. Oui, voilà. Non, là aussi... Mais ça veut dire qu'on livrait des armes, mais que ça ne servait pas à grand-chose tant qu'on ne pouvait pas frapper le sol russe. Oui, bien sûr, parce que, écoutez, quand un ennemi doit se défendre et que vous avez des frappes qui assassinent les enfants, les femmes, qui visent les écoles, les hôpitaux, les marchés, les immeubles d'habitation, qui sont tirés depuis la Russie, alors soit le sol, soit l'espace aérien russe par le biais d'avions, eh bien, si nous ne sommes pas capables, je veux dire,
dire, et de répliquer. À quoi ça sert? Je veux dire, nous devons être capables de répliquer. Il y a des livraisons d'armes, il y a des livraisons, il y a de l'aide aussi financière. Et il y a par exemple le général Desportes qui disait on jette les armes par la fenêtre parce qu'il n'y a pas de stratégie globale. C'est qu'en fait, finalement, chacun donne un petit peu de manière non coordonnée à l'Ukraine, vient soutenir chacun un peu dans son coin. Je parle des Occidentaux. Et finalement, c'est pas efficace. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une stratégie globale. Mais c'est vrai que par le passé, on a été effectivement où chacun donnait de son côté. Alors, vous avez l'impression que cette stratégie, elle s'affine vraiment, cette stratégie, vous trouvez? Alors, je crois qu'il y a deux choses, effectivement. D'abord, il y avait des stratégies très différentes des différents alliés. Ensuite, surtout, il n'y avait pas, pour le haut commandement militaire ukrainien, de visibilité à moyen terme. C'est-à-dire que quand vous donnez des armes, il faut qu'on sache effectivement quand est-ce qu'elles vont arriver, à quoi est-ce qu'elles vont servir, qui va donner quoi. Voilà, il faut qu'il y ait cette projection. Et surtout, le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que toutes les armes qui vont être données aussi avec le déblocage de l'aide au Congrès, c'est très bien, ça va être très bien nécessaire pour repousser les attaques russes, notamment dans la région de Kharkiv, mais ailleurs. Ça va être très bien pour protéger, et il était plus que temps, des civils assassinés par les Russes. Ce n'est pas assez pour que les Ukrainiens reprennent complètement l'offensive pour expulser totalement les forces russes de l'Ukraine, ce qui est le seul engagement vraiment essentiel. Oui, mais Nicolas Tenzer, ça pose la question des représailles russes. Poutine menace régulièrement la France, et notamment un Français qui a été arrêté à Moscou pour espionnage. Est-ce qu'il faut y voir la main du Kremlin? Alors oui, bien sûr. Oui. Écoutez, si vous prenez ce Français, je dirais, arrêté au Kremlin, qui rappelle d'ailleurs celui d'une autre personne, un journaliste, Ervan Gershovitch du Wall Street Journal, qui est maintenant détenu en Russie depuis plus de 400 jours, il est parfaitement clair que c'est une stratégie du Kremlin. On peut dire que ce jeune Français, Laurent Binatier, est un otage, véritablement, est un otage du Kremlin. Ce sont effectivement des méthodes de voyous, mais ça on a l'habitude. Est-ce que c'est pas les conséquences quand vous dites tout à l'heure, il faut arrêter de désescalader, est-ce que c'est pas finalement aussi la conséquence de ce type de discours et de ce type d'action, d'aller fournir des armes à la Russie, contre la Russie? Sauf qu'il y a un certain moment, je dirais, soit effectivement on décide de céder tout au Kremlin, c'est-à-dire qu'on décide de reculer, on dit voilà, écoutez, vous pouvez continuer à tuer, à assassiner, je dirais, il y a quand même eu probablement plus d'une centaine de milliers, même certainement plus d'une centaine de milliers d'Ukrainiens qui ont été assassinés par les Russes depuis maintenant presque 2 ans et demi, et on dit finalement vous pouvez continuer aussi après à avancer en Europe, on ne riposte pas, soit effectivement il y a des actes de riposte du Kremlin, et on dit c'est dramatique, oui, mais nous devons continuer. On va continuer d'ailleurs à décrypter tous les enjeux de ce conflit avec vous, Nicolas Tenzer. Dans un instant, juste après le fil info de Claire Checaglini, il est 8h40 sur France Info. Prochaine manifestation interdite prévue par les opposants de l'A69 ce matin à 11h. Ils sont encore 600 à Puylaurens dans le Tarn. Hier, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 4 blessés chez les policiers et gendarmes et 3 chez les opposants au chantier de l'autoroute. Le marathon électoral entamé jeudi dans l'Union européenne prend fin ce soir en Italie à 23h, pays où les bureaux de vote ferment le plus tard. En France, le scrutin européen sera clos à 20h, scrutin à l'issue duquel 720 élus seront désignés. Ils représenteront à Strasbourg près de 450 millions d'habitants durant 5 ans. Il y a 6 ans, Donald Trump avait refusé de s'y rendre. Joe Biden y déposera une gerbe de fleurs ce dimanche. Le cimetière du Bois-Belot, près de Château-Thierry, compte plus de 2200 sépultures d'Américains morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Un titre qui fleure bon à moins de 2 mois des JO. Sirena Samba Mayela décroche l'or au 100 mètres haies au championnat d'Europe de Rome. La Française a réalisé hier soir le meilleur temps mondial de la discipline. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire, qui va être traduit en ukrainien d'ailleurs prochainement. Un sommet pour la paix aura lieu les 15 et 16 juin en Suisse. Un sommet qui pourrait nous rapprocher de la fin juste de cette guerre, a dit Volodymyr Zelensky. Il a raison d'être si optimiste, le président ukrainien? Écoutez,
je ne suis pas complètement certain. Je comprends que le président Zelensky le dise. Ce sommet sur la paix, d'abord, il aurait fallu l'appeler le sommet sur la guerre. Parce que la réalité, c'est comment est-ce qu'on parvient à vaincre totalement la Russie de Poutine, qui est la seule condition pour qu'on obtienne la paix. Aujourd'hui, la paix, c'est un grand mot. On la souhaite tous, bien sûr. Mais on la souhaite tous à une seule condition, bien sûr, c'est que l'Ukraine soit totalement victorieuse. Quand vous dites victoire totale, qu'est-ce que ça signifie? Que l'Ukraine doit récupérer tous ses territoires? Ça veut dire récupérer tous ses territoires. D'ailleurs, quand vous écoutez, y compris ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République lorsqu'il a reçu Volodymyr Zelensky, il a dit « Je souhaite une Ukraine heureuse et libérée ». Et depuis toujours, d'ailleurs, le président de la République et la plupart des dirigeants occidentaux disent clairement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce n'est pas discutable. Tant que vous avez, et je voudrais quand même y insister, si vous cédez même que 1% du territoire de l'Ukraine à Poutine, ça voudra dire qu'in fine, la force aura payé. Mais vous voyez bien que ce conflit s'enlise, et vous le savez mieux que personne. Néanmoins, par exemple, la France qui livre des avions, on sait qu'ils seront opérationnels d'ici 6, 12, 18 mois. Il y a la Belgique qui s'est engagée il y a quelques jours à fournir encore d'autres avions de combat, 30 F-16, d'ici à 2028. C'est-à-dire qu'on se projette vraiment sur un enlisement total de ce conflit. Alors, je vais vous dire une chose peut-être, qui peut surprendre, qui peut peut-être choquer. Je suis personnellement convaincu qu'il y a un moment où les Alliés devront, d'une manière ou d'une autre, entrer directement dans cette guerre. Donc l'envoi de troupes au sol, pour vous, c'est toujours une option. Ça ne veut pas nécessairement dire de troupes au sol massives, ça ne veut certainement pas dire qu'on va mobiliser les jeunes Français, Polonais, Belges, Néerlandais, etc., ou Américains. Ça veut dire, en revanche, qu'en tout cas, il faudra que par le biais de nos armées, notamment nos pilotes par exemple, un certain nombre d'artilleurs vraisemblablement aussi, peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin, je n'en sais rien, ça dépendra des conditions à ce moment-là. Donc pour reprendre les territoires que la Russie a déjà aujourd'hui. Soyons clairs, je veux dire, ce n'est pas uniquement avec les armes que nous donnons aujourd'hui à l'Ukraine que l'Ukraine va pouvoir reconquérir ses territoires. Même les armes américaines. Et il faudrait encore beaucoup plus de paquets, vous savez, comme celui qui a été finalement débloqué après l'obstruction des Républicains. Eh bien, il en faudra encore beaucoup plus pour que l'Ukraine puisse reconquérir. Là, encore une fois, on essaye surtout de protéger l'Ukraine. Et c'est essentiel pour la vie des civils. Mais pour qui c'est une option d'envoyer des pilotes ou des artilleurs, comme vous dites ? Pour qui c'est une option aujourd'hui ? Écoutez, quand le président de la République a déclaré, il l'a fait depuis le 26 février de cette année, il a dit effectivement peut-être qu'un jour il faudra qu'on envoie des troupes au sol. Aujourd'hui, vous allez avoir des militaires instructeurs, mais peut-être qu'un jour ces instructeurs, qui ne seront plus uniquement des instructeurs, devront faire un peu plus. Moi, encore une fois, j'essaye de poser juste logiquement la question. Est-ce que même en fournissant plus d'armes que nous ne le faisons à l'Ukraine, et nous le devons, est-ce que cela suffira pour libérer l'Ukraine uniquement avec des forces ukrainiennes qui sont en nombre beaucoup plus limité, à peu près un tiers de moins que les forces russes, enfin c'est plutôt un tiers des forces russes, avec une armée russe qui est en train de se mobiliser puisque la Russie est passée en économie de guerre, vous avez plus de 8% du PIB russe qui sont consacrés à cet effort de défense, et est-ce que ça suffira ? Ma réponse est clairement non, donc ça supposera que nous devrons un jour, nous, alliés, y aller d'une manière ou d'une autre. Alliés, européens, mais peut-être pas seulement. On voit que Joe Biden a promis, qu'il l'a dit, qu'il n'abandonnerait jamais l'Ukraine dans son discours lors des commémorations du débarquement. Soutien américain qui est absolument vital aujourd'hui pour la guerre en Ukraine. Dans quelques mois, il y aura en novembre la présidentielle américaine. Au cas où Donald Trump était élu, les choses pourraient totalement changer et mettre les Européens devant leurs propres contradictions, devant cette guerre au pied du mur. Devant leurs propres responsabilités, c'est évident, parce qu'effectivement, une victoire de Donald Trump serait certainement de mauvais augure pour l'Ukraine. Alors, personne ne sait ce que Donald Trump ferait, il est totalement imprévisible, mais c'est vrai que quand il disait encore récemment, finalement, en un jour, je vais tout régler, ça veut dire je vais pousser finalement l'Ukraine à faire des négociations, et puis on va s'en sortir comme ça voudrait dire concrètement un abandon de l'Ukraine. Alors peut-être qu'il fera complètement autrement, personne ne le sait aujourd'hui, mais bien sûr c'est un risque majeur. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs d'écouter, quand vous écoutez le discours de Joe Biden à la pointe du hoc auquel vous faisiez allusion, il a clairement cité Poutine, il a clairement dit à un certain moment qu'on était dans une perspective de la victoire et que les Américains ne laisseraient pas les Alliés tomber. C'est complètement à l'opposé de ce qu'il avait dit dans son discours du 31 août 2021 après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, où il disait plus jamais un engagement d'un soldat américain. Ça fait 20 ans que les soldats américains payent un lourd tribut, maintenant c'est terminé, on va tout régler par la diplomatie. Et là, il change, parce qu'il sait aussi que c'est cette faiblesse, d'ailleurs perçue par Poutine lors du retrait de ses troupes, qui a été un signal donné
aussi une autorisation pour Poutine d'envahir l'Ukraine de manière aussi massive. Et utiliser les intérêts des avoirs russes gelés par les pays occidentaux pour financer le soutien à l'Ukraine. Ça, c'est une option qui sera examinée par le G7 qui se tiendra aussi du 13 au 15 juin. C'est une option que poussent les Américains. Ça pourrait aussi permettre un soutien durable à l'Ukraine. Alors oui, c'est-à-dire que vous avez ces 300 milliards effectivement d'avoirs gelés, dont 200 milliards rien qu'en Europe, géré par un institut qui s'appelle Euroclear. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les Européens ont décidé de donner à l'Ukraine les intérêts de ces avoirs. Sauf que les intérêts de 200 milliards, ce n'est pas la même chose que les 200 milliards. Et vous avez malheureusement aujourd'hui, pour des raisons que je considère incompréhensible, à la fois sur le plan financier et sur le plan légal, un certain nombre d'États ou d'institutions, je pense notamment à Madame Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui s'opposent à cela. Je trouve ça absolument invraisemblable. Si on donnait ces 300 milliards à l'Ukraine, vous voyez ce que ça apporterait dans l'immédiat, au-delà de la reconstruction, en termes d'achat d'armes. Ce serait absolument considérable. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Parce que certains disent, vous savez, il y a des raisons financières, parce que si l'Europe fait ça, il n'y aura plus aucun État qui voudra investir en euros. Mais alors, si les Américains font ça, les Japonais, puisqu'il en est question, font ça, le Royaume-Uni, je veux dire, ces États ne vont pas s'investir en roubles, ne vont pas s'investir en yuan. Je veux dire, de toute manière, l'Europe restera une place attractive. Donc, toutes ces prétendues raisons financières n'ont aucun sens. On parlait tout à l'heure de la riposte de Moscou. On est dans une sorte de guerre hybride, de cyberattaque, aujourd'hui, tac sur les murs, ingérence, comme des coups de semonce avant potentiellement des attaques plus graves. On a vu qu'un Russo-Ukrainien a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes parce qu'il avait été arrêté dans le Val d'Oise. C'est un risque. Oui, c'est un véritable risque qui est pointé par les services de renseignement de plusieurs États depuis longtemps. Ce Russo-Ukrainien qui combattait d'ailleurs aux côtés de l'armée russe dans le Donbass, il ne faut pas l'oublier, a été finalement repéré parce que lui-même il s'était blessé. C'est une chance extraordinaire, mais il est clair que la Russie pourrait, pas seulement directement par le biais du GRU, c'est-à-dire les services militaires, de renseignement militaire, mais aussi par le biais d'un certain nombre de réseaux mafieux, avec des contrats avec ces réseaux mafieux, de groupes terroristes, quelle que soit leur origine, pourraient parfaitement commettre plus d'attentats sur le sol européen. Regardez ce qui s'est déjà passé au Royaume-Uni, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Pologne, incendies volontaires, attaques contre des dépôts de munitions. Vous en avez eu déjà en 2014 en République tchèque, à Vreptice, qui avait causé la mort de 2 citoyens tchèques. Ça peut continuer. Et on suivra ça, évidemment, grâce à vous notamment, Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po. Je rappelle votre dernier ouvrage, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30.